Cette vidéo, ça fait vraiment une éternité que je veux la faire. Qu'est-ce que la photographie emprunte à la peinture? Quels grands maîtres, quels courants artistiques sont obligatoirement à étudier pour nous autres chasseurs d'images? Aujourd'hui, petite vidéo inspiration, petite vidéo culturelle. On explore l'histoire de la peinture pour dénicher les 5 grands peintres à connaître absolument en tant que photographe. Bon, je t'arrête tout de suite. Évidemment que comme je t'en présente que 5, forcément c'est très restreint. Et oui, ça représente des goûts personnels. On est d'accord, donc bon, à connaître absolument... T'as compris. Mais tu vas voir que j'ai fait un effort pour te présenter différents courants, différentes pratiques. Parce que je te connais maintenant, je sais que t'es là, oh moi la peinture, mais je connais. Oui, le voyageur devant une mer de nuages, de Caspar David Friedrich, son influence sur la photographie de voyage. Mais attends, tu connais pas Edward Hopper, le pape du nouveau réalisme américain? La source principale d'inspiration des grands photographes comme Gregory Crewdson, Jeff Wall, Robert Adams, ou encore pléthore de grands réalisateurs de films. La représentation de l'anti-moment décisif, la valorisation de l'étrangeté de l'ordinaire, la portraitisation des espaces vides, voire des espaces liminaires. Bon voilà, sans déconner, Hopper c'est vraiment fantastique pour le coup, mais je te préviens, ni Hopper ni Friedrich sont dans ma liste. Bah oui, parce que tout le monde les connaît maintenant, et si c'est pas ton cas, eh bah dis-toi que ces deux-là, c'est cadeau. Voilà, pouf pouf, plaisir d'offrir. Non, moi je vais te parler de peintres inconnus, plus underground, genre le Caravage. Ok, oui, c'est bien le premier peintre dont on va parler, hein, probablement un des plus connus au monde. Mais voilà, je voulais commencer par du classique et par un de mes préférés. C'est quoi la première chose que la peinture peut apporter à un photographe? Si ce n'est l'étude méticuleuse de la lumière. Et est-ce qu'il y a un peintre qui la maîtrise plus que Michelangelo da Caravaggio? Oui, tu pourrais me dire que c'est que mon avis, mais là, non. Voilà, j'ai décidé, il n'y a pas débat, c'est lui. Je te situe l'époque, on est à la toute fin de la Haute Renaissance. Je te le situe avec un petit peu de name dropping, 2-3 inconnus. Léonard de Vinci, Michelangelo, Raffaello, Donatello. Ok, oui, Donatello c'est un petit peu avant, mais c'est juste pour te dire qu'on est dans la période Tortue Ninja de l'histoire. Je te situe ça visuellement. La peinture de l'époque, elle est vibrante, elle est lumière. On est à la culmination du maniérisme. C'est un genre artistique de l'époque qui se retranscrit par une recherche du mouvement, une exagération des formes et des corps, notamment par l'utilisation de la ligne serpentine qui allonge les proportions, mais aussi par des tons acides, saturés, crus, très souvent. Et là arrive le Caravage. Ah bah c'est sûr, tu vois ça pour la première fois, ça doit faire un choc. Cette toile, c'est le souper à Emmaüs, et elle est super intéressante à étudier parce qu'en fait elle montre l'évolution, le travail qu'il a fait sur son style, puisque le Caravage avait déjà peint cette même scène quelques années auparavant. On est déjà sur du clair-obscur, hein. C'est pas lui qui a inventé le chiaroscuro, mais il va en sublimer un sous-genre qui commençait tout juste à émerger, qu'on appelle le ténébrisme. L'ombre est le pivot, je dirais même la figure principale, centrale de l'œuvre. La lumière, elle existe juste en éclat, qui va structurer les rares éléments qui arrivent à ressortir des ténèbres. Le Caravage, c'est aussi l'impact de la lumière sur les traits, les tons chers. On le voit avec les impacts de lumière spéculaire qui donnent cette dramaturgie au personnage. Un autre tableau dont je trouve la lumière extraordinaire, c'est la vocation de Saint Matthieu. La façon dont Jésus est enveloppé là dans les ténèbres et où sa main et la source de lumière désigne Matthieu, qui était tranquille en train de faire sa compta là, puisqu'il est collecteur d'impôts. Il a l'air assez choc-barre d'ailleurs d'être désigné là comme ça. D'ailleurs, il y a une controverse, on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui si c'est vraiment lui, Saint Matthieu, là sur l'image, parce qu'en général, il est toujours représenté en train de compter l'argent. Donc en fait, ce serait plutôt le jeune homme en bout de table là, et le gars en fait, il le pointe juste du doigt, genre grosse balance. Non, mais c'est lui que tu cherches. Voilà, c'est une petite anecdote, ça me fait plaisir. Il y a des grands photographes qui ont revendiqué leur filiation, le fait qu'ils s'inspiraient dans leur travail du Caravage. Par exemple, le plus célèbre, un des plus grands portraitistes, Yusuf Karsh. C'est très visible aussi dans le travail de Bill Henson ou dans certaines mises en scène de Philippe Lorca di Corcia. Si toi aussi tu veux t'en inspirer, alors on associe le ténébrisme quasiment qu'avec le Caravage, mais pourtant tu peux regarder aussi José de Ribera, certaines œuvres du Tintoret, ou alors certaines aussi de Rembrandt par exemple. Voilà, là je te mets celle-ci juste parce que c'est ma préf de Rembrandt, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, voilà, je voulais la placer. Moi j'adore la composition du mouvement, elle est folle. Donc la toile elle représente Jésus entouré des 12 apôtres, et si tu le fais le calcul, il y a un 14e personnage là qui nous regarde, et ce serait nul autre que Rembrandt lui-même. D'ailleurs, anecdote slash devinette, est-ce que tu connais le prénom de Rembrandt?
Non, c'est pas juste comme Cher. Eh ben, c'est Rembrandt, en fait, on le connaît par son prénom. Son nom de famille, c'est Van Rijn. Rembrandt Van Rijn. Voilà, c'est une petite info que tu peux replacer et qui te fera passer pour quelqu'un d'intelligent, voire d'un poil condescendant. Et ça, c'est la classe, oui. Ok, on s'interrompt juste 30 secondes pour que je puisse t'offrir des places pour le salon de la photo. Ce sera du 10 au 13 octobre prochain et tu vas pouvoir réseauter, voir des expos. Tu as toutes les marques qui présentent leurs nouveautés, qui viennent te vendre leur sauce. Moi, je vais organiser des rencontres, peut-être des workshops, on verra. Suis-moi sur Instagram pour le programme quand j'en saurai plus. Et puis, il y aura aussi la soirée des créateurs, comme l'année dernière. Qui aura lieu cette fois au salon même, hein, pas comme l'année dernière justement, où il fallait courir à l'autre bout de la ville. Et ça c'est bien, oui. Donc grosse soirée avec tous les créateurs photos vidéo que tu suis sur YouTube ou ailleurs. Mais j'espère que c'est quand même moi ton préféré, hein, pour mon petit ego fragile. Et pour ça d'ailleurs, eh ben, j'ai décidé d'acheter ton amour avec le code, voilà, ce code-là, qui te permet de ne pas avoir à payer ta place. Voilà, c'est gratos. Il te reste plus que le transport et le logement si t'es pas sur Paris. Mais là je te laisse te démerder, hein, ça devrait pas être... Ouais, bon allez, bref, on se retrouve là-bas et on reprend la vidéo. Bon voilà, on va pas rester que sur des peintres baroques, je te rassure, voyageons un petit peu dans le temps et dans l'espace aussi, un petit peu plus à l'ouest avec Zinaida Serebriakova. Eh, t'as vu comment je l'ai dit en une fois? Eh, si tu veux voir d'autres prouesses du genre, abonne-toi, mets la cloche. Faut récompenser le talent. Alors je suis pas là pour faire des biographies des peintres dont on va parler, hein. On est plus là pour parler du style, mais il faut vraiment faire une petite exception pour Zinaida parce que déjà sa vie est folle, mais elle est vraiment liée à l'évolution de son style évidemment, mais aussi au thème qu'elle va représenter. Si je te montre cette peinture, on a bien quitté le Caravage, hein. C'est lumineux, c'est vibrant, c'est un autoportrait, j'ai limite envie de dire un selfie tellement il y a une vibe Instagram, cette toile a 115 ans. Ah ouais hein. Zinaida, elle est née en 1884 en Russie, d'une famille d'origine française, hein. Son nom de naissance c'est Lanceret, mais c'est surtout une famille d'artistes dans la sculpture, l'architecture. Elle va se lancer très tôt dans la peinture, où elle est prise en main par les maîtres du réalisme russe, avant de partir étudier l'impressionnisme en Italie et en France. L'impressionnisme, tu vas le retrouver souvent si le sujet de cette vidéo t'intéresse, hein. C'est sans doute le courant en peinture qui a inspiré le plus de photographes, donc on va en reparler, hein. T'inquiète paupiette. Bref, après ses études, elle va s'inspirer, mixer un peu les deux courants qu'elle a étudiés et se tourner vers l'art nouveau, dont elle va se servir pour illustrer la campagne russe, l'environnement agricole dont elle est très proche. Mais elle va surtout s'inspirer de sa vie à elle, son quotidien, avec des portraits d'amis, des autoportraits. Ici en Pierrot, me demande pas pourquoi. Mais elle fait aussi énormément d'études de nu féminin, à nouveau en faisant poser ses connaissances, où elle a toute une série sur les bains. Je pense qu'elle était très à cheval sur l'hygiène, je vois que ça. Ou encore son mari, Boris, ici avec ce portrait, qui vraiment, je trouve, respire la tendresse, en fait, la complicité en tout cas, le lien qui les unisse. Ou encore, peut-être même la majeure partie de son œuvre, ses enfants. C'est ça que j'aime dans son travail, en fait, c'est sa capacité à repérer des petits instants de vie qui représentent des chroniques de son intimité. Pour moi, c'est un don extrêmement photographique, à mon sens. C'est avec la révolution russe en 1917 que sa vie va être bouleversée. Boris est arrêté et va mourir du typhus en prison. Elle devient donc mère célibataire de 4 enfants dans une Russie qui en plus ne reconnaît maintenant plus son art. Le régime communiste, désormais au pouvoir, dans la foulée de l'avant-garde, il donne plus de valeur artistique qu'au constructivisme et au suprématisme. Ces deux courants validés par l'État, on va dire. Donc elle va galérer pendant plusieurs années, mais sans s'arrêter de dessiner ou de peindre, jusqu'en 1924, où on lui offre l'opportunité de reprendre sa carrière d'artiste à Paris. Donc elle part s'installer, mais au moment de revenir chercher ses enfants, c'est le drame. La Russie lui refuse l'entrée, ce qui va faire d'elle une exilée. Elle va réussir en 1926 et en 1928 à faire venir 2 de ses enfants, mais pas les 2 autres. Au cours de sa vie en France, son style va évoluer, devenir plus dur, mais les gens ordinaires vont rester le thème central de son travail. C'est en 1960, après 36 ans de séparation, que sa fille Tatiana va recevoir enfin l'autorisation d'aller visiter sa mère à Paris, mais elles ont respectivement maintenant 50 et 76 ans. Alors soyons honnêtes, je suis incapable de dire si un seul photographe au monde a jamais été inspiré par son œuvre. Très honnêtement, ça m'étonnerait, hein, elle n'est pas connue du tout dans ce milieu-là. Voilà, c'est juste que moi, en fait, je l'ai découvert il y a quelques temps par hasard, et j'ai trouvé qu'elle avait en fait une telle modernité, pas dans le style forcément, mais dans sa capacité à capturer des instants,
à approcher des scènes quotidiennes pour leur faire dire quelque chose. Voilà, je trouve que ces œuvres dégagent beaucoup d'empathie, et c'est vrai que ce travail sur la banalité, bah moi c'est quelque chose qui me parle vraiment. En plus évidemment des grands thèmes qu'elle a mis en avant comme la féminité, l'intimité, etc., etc. On passe au suivant. Bon, tous ceux que je te montre aujourd'hui, c'est tous mes préfs, hein. Mais j'avoue que j'ai une fascination pour celui-ci. C'est le photographe, le peintre, pardon, super lapsus, c'est le peintre où je peux me mettre devant une de ses toiles et rester 2 heures sans ciller, comme ça. Son travail me fascine et pour plusieurs raisons. Alors à nouveau, je ne vais pas te faire la biographie de Tissot. Son art a vachement évolué entre les différentes parties de sa vie, hein. En gros, entre sa première période française, son exil en Angleterre durant la guerre franco-prusse en 1871, puis son retour à Paris et la dernière phase de sa vie où il a comme une sorte de révélation religieuse. C'est la partie qui me parle le moins, moi je dois dire. Je te laisse faire tes petites recherches pour en apprendre plus. Moi, je préfère me concentrer sur analyser quelques toiles ensemble. James y gagne surtout sa vie en tant que caricaturiste et illustrateur, mais les œuvres qui me fascinent, c'est celles qui font de lui le peintre des femmes, de la mode et de la société mondaine dans le Second Empire. Ce qui me frappe dans ces toiles, c'est la profusion de détails et sa capacité à rendre les textiles, la texture, les matériaux, le drapé des tissus. Bon, j'imagine qu'être le fils d'un drapier, ça aide. Son père, c'était un commerçant de draps à Nantes. Forcément, il doit en rester quelque chose. Mais aussi, regarde le naturel de la pose, du ressenti dans le portrait de cette jeune femme. Il a une précision photographique incroyable. Et ça lui sera reproché d'ailleurs, hein, à une époque où la photo est très récente. T'as un critique d'art de l'époque qui va qualifier ces tableaux de simple photographie en couleur de la société vulgaire. Bah ouais, mais nous c'est ça qu'on kiffe, hein. Si t'aimes pas, en dégoûte pas les autres. Écoute, haters gonna hate, tu connais. Tissot, lui, qui était pourtant poteau avec Degas, Manet, bah il a jamais vraiment rejoint le courant des impressionnistes. Oui, promis, t'inquiète pas, on va en parler. Là non, on le classe plutôt dans le réalisme. Et très honnêtement, hein, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Regarde par exemple cette toile, Bad News, la tête de chaque protagoniste, on peut voir le seum qui dégouline de chaque visage, le niveau de détail. Il a une vraie capacité d'observation sociale pour capter les gestes subtils, les expressions faciales et révéler comme ça des vraies dynamiques interpersonnelles. Tiens, regarde, ça c'est une de mes toiles préférées de Tissot. J'aime les couleurs, la profusion de détails, etc. Elle s'appelle Holiday. Comme souvent, c'est la représentation d'un instant de la bourgeoisie de l'époque. L'image est fermée en haut par l'arbre, en bas par la nappe. Nos personnages ressortent bien, ils sont saturés devant l'étang qui est noir, donc on a un gros contraste avant-arrière-plan. Bref, toutes les petites astuces bien connues pour faciliter la lecture d'une image. Tu connais les bails. Mais la mademoiselle là, c'est qui ou c'est quoi qu'elle observe et qui la plonge dans un air aussi dubitatif? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait plus de papier pour représenter toute la scène. Pourquoi le gamin et le monsieur là sont tranchés bord cadre? J'adore le cadrage chez Tissot. J'ai l'impression qu'ils sont jamais assez grands pour capturer tout ce qu'ils perçoivent de la réalité. Et c'est pas que là, hein. Si tu regardes ses peintures, tu verras que c'est comme s'il n'y avait jamais assez de toile pour contenir la scène qu'il décrit. Tu ressens que la réalité se poursuit toujours hors cadre. Ce qui va souvent à l'encontre de ce qu'on apprend en photo ou en peinture. Une œuvre doit se suffire à elle-même. Et ben non, pas chez Tissot. Et il y a un autre truc que je trouve cool aussi, toujours sur lui, c'est la réaction critique qu'il a reçue à son époque. Alors des très positives, hein, mais certaines assez mitigées. Hein. On l'a déjà vu, mais il y a certains scandales. Pour beaucoup de personnes, alors là on est peut-être pendant le milieu de sa carrière à Londres, on va dire les années 1870, ces œuvres, elles étaient banales, mais surtout vulgaires, voire... Tu veux un exemple? Toi t'es une coquin-coquine. Et ben attention, voilà la partie Not Safe for Work. Holiday dont je parlais rentre dans cette catégorie. Ah si, à l'époque victorienne, hein, il était de bon ton de perpétuer la ségrégation des genres, chacun de son côté, alors que Tissot représentait toujours des jeunes femmes en compagnie de jeunes hommes. Et ça sentait un petit peu trop la tension sexuelle. Sur la Tamise, c'est une de ses toiles les plus connues, le dessin préparatoire, ça ressemblait en fait à ça. Et ça s'appelait How Happy I Could Be With Either. Entre les deux, mon cœur balance, pour le titre français.
mais qu'on pourrait vraiment traduire aussi par à quel point je serais heureux avec les deux. D'autant que sur la toile finale, c'est la demoiselle qui a un regard qui semble se poser des questions, pas l'homme. Donc c'est elle qui se pose la question. Shocking. Ah, je suis choqué. Choqué. Eh ouais, ils avaient le cancel facile hein, à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, hein, les gens ils s'offusquent plus pour rien, c'est terminé tout ça. Ben oui. Dis-toi que cette toile de Tissot, la japonaise au bain, ouais, Tissot a eu une période de japonisme. Alors le japonisme, c'est tout un courant où il y a eu une vague d'influence de l'art nippon. Quand le Japon s'est ouvert au monde au milieu du 19e siècle, tout le monde en est devenu absolument dingue. Et ouais, la passion Japon, c'est pas venu avec les mangas en fait, il n'y a pas que Dorothée qu'il faut remercier. Bref, pardon. Dis-toi que cette toile, avec une dame peu vêtue, mais orientale, donc bon, ça va, ça n'a pas du tout choqué comparé à celle-ci, jugée extrêmement immorale. Oui, mais non, prends le temps de regarder, tu vas voir. On a un homme avec deux jeunes femmes. On sent la tension, le jeu de séduction, le gars est marié, on voit qu'il a une alliance. Alors qu'est-ce qu'il fait avec deux femmes tu savais qu'il y avait un langage des éventails? Non, je déconne pas, comme le langage des fleurs. Et ben, en langue éventail, l'éventail placé ouvert sur l'oreille gauche, ça signifie « ne trahis pas notre secret ». Alors, promotion du trouble Ah non, moi je te le dis, le monde part en couille. Hein. Les vraies valeurs, c'est un papa, une maman, pas deux. Et le plus drôle, que dis-je, la preuve ultime de la duplicité de Tissot, c'est le nom de la toile. La galerie du HMS Calcutta, soi-disant le nom du navire. Mais toi tu l'as, Calcutta. Calcutta. Eh Miss, Calcutta. Ah, je fais super bien le dragueur de rue. Alors c'est rigolo comment les goûts ils évoluent parce que honnêtement, clairement je la mettrais pas dans le top de mes peintres préférés aujourd'hui. Mais la peintre dont on va parler là, je sais qu'elle a accompagné une certaine période de mon parcours photographique quand je faisais beaucoup de mode. Tamara de Lempicka, c'est une figure emblématique de l'art déco. Alors l'art déco, c'est quoi? C'est pas facile à définir, c'est un mouvement artistique qui apparaît dans les années 20, les années 30, un peu en réaction à l'art nouveau, hein, qui est très organique. Là, on revient à des formes plus classiques, plus rigoureuses. C'est un genre qui touche quasiment tous les domaines artistiques, hein, autant les arts visuels que la mode, le design industriel, mais il est surtout une grosse empreinte sur l'architecture, notamment aux États-Unis. T'as beaucoup de buildings américains qui sont carrément des œuvres d'art déco. L'exemple le plus connu, c'est la pointe, la flèche du Chrysler Building à New York. Bref, c'est tout un courant qui symbolise le début de la modernité artistique, celle de notre temps, hein, on va dire. Et notre amie Tamara, c'est une figure de proue de ce courant, au point qu'elle va avoir une grosse influence sur la culture pop actuelle. Par exemple, je sais pas si tu connais le clip Vogue de Madonna, qui est une grosse fan de Lempicka. Tu peux voir plein de ses tableaux dans le clip. Mais voilà, grosse influenceuse dans le domaine de la mode, avec énormément de marques de haute couture qui s'en sont inspirées. Tu sais, le gars qui jurait que par elle, c'était l'Allemand, tu sais, avec son éventail qui a tous les gays à sa chatte. Ce que je comprends, hein, moi je ferais pareil à ma mort avec Mochi et Gnocchi. Mais tu sais, il parlait comme ça, vous êtes tous des merdes. La mode est faite pour la maker, faut arrêter de raconter n'importe quoi. La mode est pas faite pour des énormes patates. C'est Karl Lagerfeld. Oui, pendant le cut, j'ai triché, j'ai regardé dans mon tel. Bon bref, grosse influence parce qu'elle va devenir, au travers de peintures, mais de sa vie aussi elle-même, une icône de l'amour entre femmes. Elle va faire beaucoup pour la cause lesbienne, mais en fait pour l'émancipation des femmes en général, hein, qui sont en train d'acquérir des nouvelles libertés après la fin de la Première Guerre mondiale et le début des années folles. Et elle, c'est un parfait reflet de tous ces changements de la société de l'époque au travers de ses peintures. Beaucoup de nus féminins, dont certains on peut dire même assez érotiques, mais toujours très raffinés. Alors désolé, évidemment t'as remarqué que depuis le début de la vidéo je cache du téton à balle. Bah voilà, le YouTube tu connais, il aime pas trop quand on voit les doudous. En tout cas ce défi, hein, nous les pecs de bonhomme, ça va. Voilà, moi j'aimais beaucoup ces portraits avec cette esthétique tellement particulière, avec ces poses en fait et ces formes très structurales. C'est un truc que j'essaie de reprendre en faisant poser des modèles quand je faisais du bijou. Voilà, la palette de couleurs qu'elle utilisait aussi, notamment pour les tons chers. Ça me parlait beaucoup. Faut ajouter que c'était aussi une période où j'oscillais beaucoup entre la photo et le graphisme et j'essayais beaucoup de mélanger les deux.
Du coup, en tombant sur ces œuvres, voilà, ça m'avait pas mal intéressé. Après, l'art déco en lui-même, je t'avoue que personnellement, je suis pas le plus grand fan. Et puis, on va pas se mentir, c'est considéré par les critiques comme un art un petit peu pauvre. Et puis aussi, Tamara, elle n'a pas laissé un corpus d'œuvres très volumineux, en fait. Parce que déjà, beaucoup de ses travaux sont très commerciaux. Mais voilà, je voulais la mettre parce que dans mon parcours, moi, à un moment, ça m'avait fait réfléchir un petit peu sur mon travail photo. Et puis aussi, ça me permet de rajouter une artiste madame dans ce top rempli d'artistes monsieur. Et ça, c'est bien. Oui. Bon, pour l'avoir évoqué à 150 reprises, c'est impossible pour moi de ne pas te donner au moins un impressionniste dans cette liste. Sauf que bah, choisir, ça va être dur. Mais il faut déjà essayer de bien comprendre en fait pourquoi le courant impressionniste il est si proche de la photographie. Déjà, tu as leur naissance qui est à peu près concomitante, hein, au milieu du 19e siècle, et ils vont s'influencer l'un et l'autre, avec des vraies convergences esthétiques et de principes. L'impressionnisme, c'est quoi? C'est le rejet des techniques artistiques académiques pour non plus représenter la réalité dans ses détails, mais plutôt l'impression, les sentiments qui sont évoqués par cette réalité à l'artiste. Picturalement, ça va se traduire par le fait de jouer avec le côté éphémère de la lumière et sa manière d'influer sur les formes, les mouvements, la couleur. Illustrer un ressenti, une impression et pas la réalité, bah, on pourrait le voir justement comme une opposition à l'apparition de la photographie, qui était vue dans ses balbutiements comme un art, enfin non, même pas comme un art, mais comme une simple technique de reproduction mécanique. Et bah pourtant, c'est pas ce qui s'est passé. Les impressionnistes, ils ont très vite compris, je pense même que c'était les premiers à comprendre que la photographie, c'était pas que, et même c'était pas, tout simplement, un outil de captation de la réalité, mais quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et je vais pas développer ici ce que je veux dire par là, moi je te suggère d'aller voir cette vidéo pour ça, la photo n'est pas un art. Mais du coup, tu as toute cette période où les peintres impressionnistes et les photographes sont allés se chercher les uns les autres et trouver ce qui pouvait s'apporter mutuellement. En matière de cadre, en matière de perspective, en matière de lumière aussi, faut se rappeler que les photos étaient en noir et blanc à l'époque, et donc c'était un support d'étude parfait. Et oui, qu'est-ce que tu fais quand tu veux comprendre comment la lumière s'applique sur une image dans Photoshop? Eh ben, tu la passes en noir et blanc. Hein. Il y a aussi un autre truc que j'aime bien souligner et qui rassemble pas mal les deux, c'est que la peinture impressionniste, c'était une activité de plein air. Les artistes sortaient de leurs ateliers pour peindre in situ, pour aller chercher la lumière. Faut souligner que la majorité de la production impressionniste, en fait, c'est des paysages. Mais évidemment, le plus grand point de convergence entre les deux, c'est dans l'étude du flou et sa possibilité de représenter du mouvement et de l'énergie. Tu as sûrement vu qu'il y a une trend depuis quelques années sur Instagram ou sur les réseaux où on se remet beaucoup à jouer avec le mouvement induit par le temps de pause. Beaucoup de photographes, en fait, qui redécouvrent ça, sans forcément savoir d'où ça vient, hein. Ils ont le sentiment d'avoir inventé la machine à courber la banane. Mais en fait, le monde, non, c'est un éternel recommencement, tu sais. Alors moi, plutôt que de montrer Instagram, tu me connais, je vais préférer te ressortir un vieux classique avec un photographe qui, pour moi, est le maître de cette discipline. Hein. Il les couche tous, il n'y a même pas match. C'est le cultissime et trop peu reconnu André Nagard. D'ailleurs... Hop! Image mentale, c'est vraiment un ouvrage extraordinaire et qui montre bien ce qu'est l'essence même de l'impressionnisme. Hein. C'est pas des images que tu analyses, c'est vraiment des images qui te font ressentir quelque chose. Bon, c'est pas tout ça, mais là je suis en train de te faire un essai sur les liens entre photo et peinture impressionniste, et pourtant je t'ai toujours pas balancé un nom. Et ben c'est pas facile. Ça te dit, je te donne plutôt certaines toiles qui, moi, m'ont inspiré, hein, voilà. Pour donc du paysage, hein, je sais que quand j'étais en Australie et qu'on bougeait un petit peu ici ou là, souvent je me replongeais dans des œuvres qui m'avaient touché. On commence par la base, la toile qui a donné son nom au mouvement impressionniste et qui encapsule bien tout ce qu'il est, Impression, Soleil levant de Claude Monet. On voit bien comment la lumière est ressentie plutôt que retranscrit. Moi, je dois dire que les peintres que j'apprécie le plus dans le mouvement impressionniste, c'est surtout ceux qui sont pré-impressionnistes, en tout cas qui sont juste à l'origine de l'inspiration du genre, et donc pas forcément français, hein, du genre William Turner, avec deux de ses toiles les plus connues, Le dernier voyage du téméraire et L'incendie de la chambre des lords et des communes. Une aussi que je trouve incroyable, Tempête de neige en mer, ou alors Le négrier, qui montre aussi son engagement contre l'esclavage.
T'as John Constable, là j'ai pas vraiment d'argument à donner, c'est plus pour le mood dans lequel me met certaines de ces toiles. Et à nouveau, c'est bien là l'ADN de l'impressionnisme, hein, le ressenti. Il y a aussi une série de James Abbott McNeill Whistler qui s'appelle Nocturne et que je trouve en fait bouleversante. Ouais, bouleversante, mais juste pour du paysage. Je sais pas, ça me donne envie de me promener très tôt et d'essayer de capter le brouillard sur les berges de Lyon et de désespérer à l'idée de ne pas pouvoir arriver à retranscrire une ambiance similaire. Il y a des paysages qui sont comme ça, juste... Tiens, par exemple, alors là, plus rien à voir avec les impressionnistes, hein, mais on est 300 ans avant. Bah, il y a plein de paysages de Bruegel, l'ancien, qui m'ont fasciné. Et là, je sais plus trop si on est dans la photo. Bon, j'étais arrivé à me restreindre jusqu'à maintenant, mais je vois bien que ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Là, je fais du hors-piste. On va s'arrêter là. Je sais pas combien je t'en ai donné, mais s'il y a un peu plus... je te le laisse. Le but à la base, c'était, et surtout pour ceux qui connaissent peut-être pas trop la peinture, c'est de montrer que c'est vachement intéressant d'étudier et que ça peut vraiment t'inspirer et améliorer ton travail photographique. Je le répéterai jamais assez, mais devenir bon en photographie, c'est pas forcément apprendre tous les petits boutons de ton appareil. L'essentiel, le plus important à éduquer, c'est son œil. Dis-toi que si cette vidéo t'a plu, j'en ai encore sous le coude, hein. Juré, et là je me suis vraiment restreint. On peut aller bien plus loin, j'ai de quoi faire 25 parties. Donc voilà, si tu veux me chauffer, en attendant, n'hésite pas à en faire profiter les commentaires, hein, si toi tu as des peintres qui t'ont inspiré dans ton travail. Et puis sinon, bisous, see you mate, keep on painting. Humour.